Opposition exsangue, élection truquée au pays du pétrole. La vérité a du mal à sortir du puits. Un reportage de Frédéric Brunkel qui est là. Mercredi 21 janvier dernier, l'élite de la République gabonaise était convoquée à Libreville, au palais présidentiel, pour la cérémonie d'investiture du président Omar Bongo. Le protocole exigeait une tenue sombre, comme pour un enterrement, celui de la démocratie. Tous les vénérables sénateurs, les honorables députés et les amis du régime fêtaient le nouveau septennat du président Omar Bongo, au pouvoir depuis 31 ans. Son Excellence, El Hadj Omar Bongo, 63 ans, était dans les années 60 un agent des services français. En 1967, c'est Paris qui l'installe à la tête du Gabon. Un pays d'1 million d'habitants, grand comme l'Italie, stratégique pour la France, car bourré de pétrole, d'uranium et de manganèse. Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais en vue d'assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage et d'être juste envers tous. Juste envers tous, les Gabonais attendent depuis 31 ans l'épreuve des déclarations présidentielles. Ils n'accordent aucun état de grâce à Omar Bongo. Et dès le lendemain de la cérémonie, les émeutes se multiplient. Intifada à la mode équatoriale. Les parents se soulèvent et les enfants se soulèvent parce que nous sommes maltraités. Nous sommes maltraités. Le pays avait tout pour devenir un émirat prospère, partager les richesses du pétrole et vivre dans le calme. Au lieu de ça, la population vit dans la misère et la révolte gronde. Ce que nous reprochons fondamentalement à Omar Bongo, c'est d'avoir mal géré le pays. Il s'est constitué, je dirais, une caste de 10% de Gabonais autour de lui, qui s'approprient toutes les richesses du pays. Nous apprenons qu'ils ont des châteaux à gauche, des châteaux à droite. Ils en construisent à Libreville comme des petits champions, mais toujours les mêmes. Oligarchie, détournement de la richesse du pays, on trouve peu d'électeurs à Libreville qui aient voté Bongo. Et surtout pas dans les rangs des 60 000 fonctionnaires en grève depuis 3 mois. Les Gabonais doutent tous de la régularité des dernières élections. On ne peut pas comprendre qu'il y ait eu autant de monde refusant que ce monsieur soit réélu et qu'on nous dise après qu'il a eu près de 80, moi j'appelle ça 100%. Ça c'est tromper les gens. Les élections, un florilège d'irrégularités. Inscriptions multiples de candidats, déplacement des électeurs de l'opposition, manipulation des résultats sortis des urnes. L'opposition a multiplié les recours. La Cour constitutionnelle, dont les membres sont nommés par Omar Bongo, a certes reconnu les infractions, mais a tout de même validé la réélection. L'élection de M. Omar Bongo, en qualité de président de la République gabonaise, telle que proclamée par la Cour constitutionnelle le 12 décembre 1998, est confirmée. Une des techniques de fraude, la multiplication des vrais faux passeports. Une même photo avec des noms différents. Parfois une dizaine de passeports pour une même personne. Des centaines de faux documents ont été imprimés. Ils ont donc délivré ces pièces pour que ces gens-là votent plusieurs fois. Parce qu'ils avaient leur nom sur la liste électorale dans plusieurs bureaux. Et ça a constitué le principal de la fraude. Au total, le corps électoral a gagné en 1 an 100 000 membres. La mascarade a été bien préparée parmi les amis français du président Bongo. On note l'avocat Robert Bourgi, conseiller officieux de l'Élysée pour les affaires africaines. Il a dépêché sur place une délégation de magistrats français invités par la présidence gabonaise. À la tête de ces observateurs politiques sous influence, le juge de droite Georges Fenech. Sans pourtant être mandatés par leur ministère, ils apportaient au candidat Bongo la caution de la justice française. Omar Bongo est reparti pour 7 ans. Les Gabonais apprécieront. Moi, ce que j'apprécierais beaucoup, c'est que tu me donnes un passeport gabonais. Tu en as? J'en ai, ouais, mais on te reconnaîtra parce que ils n'ont pas des lunettes avec marqué KZ dessus. Non, mais je peux changer la photo et écrire un autre nom. Non, parce que c'est un vrai passeport tout de même. Tu peux pas changer la photo. Je veux dire, la photo, il y a un tampon dessus. C'est un vrai passeport, mais un faux passeport.
C'est un vrai faux passeport. Je veux dire, c'est pas un truc. J'en avais entendu parler. C'est pas ce qu'on a dans le Monopoly, tu vois. C'est un vrai document officiel qui émane de l'État gabonais, mais qui est faux. Je peux le garder quand même? Regarde-le. Hein? Super, merci. Alors là, dans une deuxième partie, maintenant, tu vas nous expliquer les rapports troubles qu'a entretenu la France avec le Gabon, c'est ça? Et comment Omar Bongo a aujourd'hui beaucoup d'importance, ou est assez, je dirais, curieusement stratégique pour la France. C'est plus son pétrole maintenant, c'est un petit peu lui. Ok, on regarde. Pendant que le pays souffre, réception à la présidence. On fête la réélection d'Omar Bongo qui entame sa 32e année au pouvoir. Bienvenue, Monsieur le Président. Les femmes s'habillent de haute couture, portent des rivières de diamants et la table est parée de couverts en or. Omar Bongo et ses invités festoient. Dans ce palais de marbre, tout le Gabon qui profite des largesses du pouvoir est là. Ici, on ne parle pas des élections truquées, des faux passeports, des électeurs déplacés, des résultats bidonnés, fric et connivence. On s'accroche au décor, jusqu'à l'ambassadeur de France qui commente la cérémonie d'investiture du matin, langue de bois pour une révérence. C'était un exposé très professionnel, je dirais, d'un état de droit qui développe les raisons pour lesquelles et comment une élection se déroule dans un pays démocratique. Ils sont nombreux, les Français, à cautionner la dernière farce électorale au Gabon. Parmi eux, l'ancien ministre de la Coopération, Jacques Godefroy, très actif dans les réseaux africains français. Jacques Godefroy a salué la réélection dans de bonnes conditions du président de la République sortant, Omar Bongo. Pourquoi cette connivence? Certes, le Gabon est stratégique, son sous-sol regorge de pétrole qui fait la richesse de la première entreprise française, Elf. Mais cela ne suffit pas, il existe une autre raison occulte au soutien des Français, les largesses d'Omar Bongo. Il connaît beaucoup de monde là-bas, parce qu'il a des implications avec beaucoup des autorités, comme je vous disais tout à l'heure, françaises, aussi bien de tous les régimes. Des régimes de droite d'abord, de gauche, puis de droite par la suite. Il les connaît personnellement, il se tutoie même parfois. Albert Yangari, directeur de cabinet, ministre de 78 à 86, il a apporté des valises d'argent à tous les partis politiques français. Comment ça fonctionne ce système des enveloppes? Comment ça marche, ou des valises? Vous savez le nombre de politiques français qui arrivent ici. Ils viennent de tout, ils viennent souvent, et généralement à l'approche des élections, ou même après. Beaucoup, vous les connaissez tous. Ou bien ils les voient là-bas, ou ils viennent ici. Ils sont tous venus. De l'extrême droite à la gauche? Oui, tous. Moralité, Bongo l'Africain, à force de nourrir la classe politique française, connaît tous les détails de la cuisine interne de notre vie publique. Et cet ancien agent secret français retire aujourd'hui les fruits d'années de corruption généralisée. Bongo n'a été qu'un espion, le plus docile des dociles, le valet du roi. Et le roi, c'est la France. Il n'y a pas plus dangereux pour le roi que le valet du roi. Le valet connaît toutes les saloperies qu'il a pu faire dans la chambre du roi. Il a à mesure de dire, oui, mais voilà ce que Bongo fait depuis 80. Vous me touchez, oui, mais avant de crever, je crierai fort. Omar Bongo, le valet, connaît les détails de l'affaire Elf et surtout tous les pas de la valse des réseaux secrets français en Afrique. Il a, pendant des années, obéi aux injonctions du grand ordonnateur gaulliste, Jacques Foccart. Il n'ignore rien non plus de l'autre organisation, celle de la gauche mitterrandienne tenue par Jean-Christophe Mitterrand. Maintenant, ceux qui ont été arrosés, vous pensez bien qu'ils doivent renvoyer l'ascenseur, avoir une certaine attitude de reconnaissance, pour ne pas du tout ajouter aux critiques qui peuvent être formulées sur la manière dont le pays est géré. Alors ça, c'est très important, et ce sont ces personnalités-là qui cautionnent certaines choses que nous-mêmes, ici dans notre pays, nous sommes en train de dénoncer. Et le matin de l'investiture, les membres de ces réseaux s'étaient déplacés. Robert Bourgi, à droite, l'avocat, celui qui a fait venir les magistrats français, observateur alibi d'un scrutin truqué. Michel Auriac, l'ancien ministre de la Coopération, proche de Jacques Toubon. Et Fernand Vibo, cet homme de l'ombre de l'Élysée, aurait été associé à l'envoi de mercenaires serbes pour soutenir Mobutu au Zaïre. Vous avez encore financé Bongo, soutenu Bongo. Et ce qui est grave, c'est ce que nous nous demandons, que vous nous avez fabriqué un Mobutu bis, de la même façon que vous l'avez fait au Zaïre. Et nous souhaitons que la France
que votre jeunesse, que la génération actuelle du dirigeant français prenne conscience que ça ne peut pas continuer. Omar Bongo, héritier de la politique néocoloniale française en Afrique, a pour lui un atout supplémentaire. Le Gabon est pour l'instant le seul îlot de stabilité au cœur d'une Afrique équatoriale qui se déchire. La France n'est pas prête à y renoncer. Bongo a les mains libres pour gérer son pays. Frédéric, est-ce que, comme le réclame l'opposant à casquette, là, est-ce que la génération actuelle des gouvernements français se rend compte de cette situation? A priori, elle s'en rend compte parce que Jospin n'est pas venu saluer Omar Bongo lorsqu'il a tenu audience au Crillon, c'était en novembre dernier. Ouais. Il n'est pas venu. D'ailleurs, ça a posé quelques petits problèmes. Et de ce qu'on nous a dit là-bas, le nouveau gouvernement, l'équipe Jospin, n'est pas du tout dans cette histoire de corruption. Maintenant, là-bas, effectivement, tant que tu n'es pas corrompu, tu es suspect. Et on n'arrive pas à dealer avec toi, on ne sait pas très bien comment faire. Mais le gouvernement, il est devant un petit peu, là, il peut prouver quelque chose, parce que là, ils sont en train de renégocier la dette, l'aide qui est déversée aux pays africains. Et jusqu'à présent, le Gabon, qui est un pays riche, qui est sur l'équateur, où tout pousse, où il y a du pétrole, touche par habitant la somme de 632 francs donnés par la France. Ouais. Le Mali, qui est un pays pauvre, francophone aussi, désertique, sahélien, touche 48 francs. Pourquoi? Parce que grâce à cette politique, ou à cause de cette politique, même l'aide de la France vis-à-vis des pays du tiers-monde a été calculée aussi en fonction de cette politique. On vous arrose d'un côté, donc vous comprenez que de l'autre côté, nous aussi, on veut retoucher quelque chose. Alors là, le gouvernement français, les socialistes s'étaient élevés contre cet état de choses, cette disparité énorme entre le Gabon, pays riche, et le Mali, pays pauvre. Et c'est en train de se négocier, on aura la réponse dans la semaine prochaine, on va voir si effectivement le gouvernement français, Lionel Jospin et le ministre des Affaires étrangères, ont décidé de faire quelque chose pour essayer de rétablir un peu la balance, au moins d'aller vers des relations un peu plus normales avec les pays d'Afrique. Bah, rien que pour ça, et même bien au-delà, ça valait le coup de voir ce beau sujet. Merci. Je me disais... Putain, je suis dans une merde noire.